Je tiens à vous dire qu'il est préférable de regarder la vidéo sur la loi de réflexion, avant de regarder la vidéo sur la loi de réfraction, la vidéo que vous êtes grosso modo en train de regarder actuellement. Bonjour à tous, et aujourd'hui on va parler de la réfraction, et on va savoir en quoi elle est utile. Comme pour la dernière vidéo, on va mettre la théorie de côté pour laisser place à quelqu'un qui a permis de découvrir la loi de réfraction et de confirmer la loi de réflexion. Et ce quelqu'un, c'est James Clerk Maxwell. Maxwell est né en juin 1931 à Edinburgh, en Écosse. Lors de son enfance, c'était un enfant curieux. Chaque objet qui brillait, chaque chose qui bougeait, l'a intrigué. Il posait toujours deux questions. À quoi ça sert ? Ou montre-moi comment ça marche. Tellement sa curiosité devenait intense que son père dira ceci. C'est un garçon heureux, et il se porte beaucoup mieux depuis que le temps est meilleur. De plus, il est très occupé avec les portes, serrures, clés, etc. Et montre-moi comment ça marche, ne quittez jamais sa bouche. Mais en dehors de tout ça, il était heureux, calme, aisé, avec des parents à peu près similaires aux autres dans la région. Après l'école obligatoire, il devient professeur dans une école avec le diplôme de mathématicien et de physicien. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Lorsqu'il est devant le tableau de la classe, il n'est pas toujours très à l'aise et il se trompait énormément. Et quand il se trompait dans ses calculs ou dans des explications, il doit tout réexpliquer. Ce qui fait qu'il était quasiment impossible de le suivre. Mais son génie, son talent en maths et ses idées ont suffi à convaincre les élèves à continuer à le suivre, même s'il doit recommencer ses calculs ou ses explications. Un élève a témoigné de son respect envers lui. Il disait qu'il était volontiers après les cours en classe, passant plusieurs heures avec lui et tous les autres qui souhaitaient l'interroger sur le thème du jour. Après, il fera des découvertes comme les premières photos en couleur de Thomas Hutton, qui étaient sous contrôle de Maxwell en 1861. Mais un jour, il envoie une lettre à Peter Tit, un physicien comme lui. En fait, cette lettre était les bases de la théorie des champs électromagnétiques. Les plus grandes recherches de Maxwell ont été tous centrées sur l'électricité. Il a fait le développement et la formulation mathématique des travaux précédents sur l'électricité, le magnétisme, réalisés par Michael Faraday et André-Marie Ampère, qui donnera le nom à l'unité de mesure de l'intensité du courant électrique. À cette occasion, il a créé 20 équations différentes, qui plus tard passera à 4 équations sous le nom d'équations de Maxwell. Mais un jour, il découvrit une méthode géométrique qui permet de savoir l'angle du rayon réfracté en optique. Vous en faites pas, on va en reparler. Maintenant que vous savez un peu plus qui est ce monsieur, je vais vous expliquer la théorie. Pour avoir de la réfraction, il faut avoir deux milieux différents, genre de l'eau et de l'air séparés. Mais ne mettez pas du béton ou de l'acier. Ces deux milieux ne sont pas transparents, car pour avoir de la réfraction, il faut avoir deux milieux transparents. Donc avec du béton et de l'acier, on va pas pouvoir faire grand chose. Donc il faut que les milieux soient un minimum transparents. Lorsque le rayon incident va arriver sur le miroir, il y aura de la réflexion. Et un rayon réfléchi sera mis avec un angle par rapport à la normale. Et cet angle devra avoir la même valeur que l'angle d'incidence. Et une partie des rayons partira qu'il était dans le milieu 1, va aller dans le milieu 2. Et ces rayons qu'on appellera le rayon réfracté. Et il aura un angle qui ne coïncidera pas du tout avec l'angle d'incidence ou réfléchi. Pour trouver l'angle réfracté, il faut trouver l'indice de réfraction du milieu. L'indice de réfraction est une valeur pour chaque milieu transparent. Et pour trouver l'indice de réfraction, on fait la vitesse de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans le milieu. Par exemple, l'indice de réfraction de l'air c'est 1. L'eau c'est 1,333, le diamant 200,417, etc. Maintenant qu'on a les indices de réfraction, il ne reste plus qu'à déterminer l'angle réfracté. Ou à le construire, ça dépend, parce qu'on peut le construire en géométrie. Et si on revient à ce que j'avais dit avant, Maxwell a trouvé un moyen de construire le rayon réfracté. Pour y parvenir, il s'est basé sur les indices de réfraction, et il a construit des cercles avec comme centre le point d'incidence.
Et ces derniers ont un rayon qui est égal à l'indice de réfraction. Exemple, si le milieu 1 c'est l'air, le cercle C1 devra avoir un rayon de 1 cm. Et idem pour le milieu 2. Si c'est de l'eau, C2 devra avoir un rayon de 1,3 cm. Mais honnêtement, je pense qu'on est tous d'accord que dessiner un cercle de 1 cm au compas, c'est aussi galère que de calculer les indices de réfraction. Du coup, on peut multiplier par 2 les indices de réfraction, ou par 3 ou par 4, on s'en fiche. Et avec les indices que j'ai cités avant, C1 passera de 1 à 2 cm et C2 passera de 1,3 cm à 2,6 cm. Si on regarde le rayon réfracté, il passe par les deux cercles. Mais maintenant, si on rajoute une droite perpendiculaire au trait de séparation des deux milieux et qui passe à l'intersection du cercle 1 avec le rayon réfléchi qu'on appellera le point A, tandis que l'autre côté sur le même cercle c'est le point P et sur le cercle 2 le point B, et le réfracté passera par le point B. Et voilà, vous avez trouvé le rayon réfracté. Mais que se passe-t-il si le rayon incident venait dans l'eau, enfin qui viendrait dans l'eau quoi? Ce qui se passerait, c'est que le rayon réfracté s'écarterait de la normale car le milieu 1 est plus grand que le milieu 2. A l'inverse, si le milieu 1 est plus petit que le milieu 2, le rayon réfracté va se rapprocher de la normale. Mais que se passe-t-il si le milieu 1 devient beaucoup plus grand que le milieu 2? Ce qui va se passer, c'est que les rayons réfractés et réfléchis vont fusionner et les deux vont se placer à la limite entre le milieu 1 et le milieu 2. Et c'est ce qu'on appelle l'angle limite qui est de 90 degrés. Et si le milieu 1 devient encore plus grand, il n'y a plus de réfraction mais que de la réflexion. C'est ce qui se passe avec les miroirs et on appellera la réfraction totale. Et cette dernière n'a pas de valeur et cela va dépendre en fonction du milieu qu'on a choisi. L'étude de réfraction a permis de comprendre plein de choses et de créer de nouvelles inventions. Les lunettes par exemple, si quelqu'un voit flou, de loin ou de près, c'est parce que les yeux ont été allongés, pour une raison que j'ignore. Et les rayons lumineux ne vont pas arriver à l'endroit exact, au niveau de la rétine. Mais en mettant des lunettes ou un verre devant les yeux, la lumière subit de la réfraction et les rayons pourront à nouveau arriver au bon endroit. Et du coup, les gens verront de nouveau très net. La réfraction est présente lorsqu'il y a un mirage chaud et froid. Quand le rayon arrive sur le goudron de la route, elle est chauffée et le rayon va arriver sur la route. Le rayon va se courber pour finalement repartir dans l'air. Et c'est comme ça qu'on a l'impression que le sol est couvert d'eau. Dans le cas d'un mirage froid, le rayon va se remonter vers le haut, ce qui fait qu'on a l'impression que les objets sont dans le ciel. Pour finir, la réfraction a permis de découvrir que la lumière est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, grâce à un prisme en verre. Maintenant, vous savez comment fonctionnent les lunettes, si vous en avez ou pas. Vous savez également ce qui se passe lorsque vous mettez votre crayon dans un verre d'eau. En attendant, soyez guidés et cherchez la vérité.